Bon, bonjour à tous, merci d'être venus à notre conférence. On va vous faire aujourd'hui un retour d'expérience sur ce qu'on a pratiqué ces dernières années au sein d'Energy Pool. Là, on travaille avec Charles et on va vous parler de Scale-up et les impacts justement du passage à l'échelle. On va commencer par revenir un peu en arrière. Donc, il était une fois Energy Pool, une start-up qui a démarré en 2009. Donc, c'est un agrégateur de flexibilité électrique. Tout le monde sait ce que c'est un agrégateur de flexibilité électrique ou pas? Qu'est-ce que c'est, Guillaume? Ouais, on peut rapidement en deux mots. En gros, le métier d'Energy Pool, c'est d'essayer à travailler à préserver l'équilibre du réseau électrique. Donc, quand on fait de l'électricité, on doit suivre une fréquence 50 Hz, 60 Hz ailleurs. Et ce qui est problématique, c'est quand on va avoir des variations de fréquence. Si tu peux me montrer le slide après, c'est qu'il faut toujours veiller à avoir une consommation qui va être équivalente à la production. Donc le schéma classique, c'est de dire quand on veut produire plus ou moins, on va jouer sur les solutions pour produire de l'électricité. Sauf qu'une centrale nucléaire, il faut des consignes, il faut 4 heures pour les prendre en compte. Le climat, on ne peut pas forcément jouer dessus. Alors l'autre solution, c'est de piloter en fait des gros industriels et leur demander justement de démarrer leur grosse capacité électrique quand on veut gagner dans un sens ou dans l'autre. On va leur demander soit de démarrer, soit d'arrêter leur four, par exemple quand on travaille avec des gros industriels, etc., etc. Voilà, donc le but du jeu, c'est d'équilibrer le réseau et d'éviter les blackouts. Donc on a commencé en 2009 avec une petite équipe de dev, 5-7 personnes. On a commencé sur le marché français. Et aujourd'hui, donc on est plus une douzaine d'équipes, à peu près 70 développeurs, et on est multi-pays, multi-time zone, du Japon à la France, en Europe, un peu partout. Donc on va vous raconter un peu comment on a scalé, quels impacts ça a eu, et des impacts, il y en a eu beaucoup, et principalement donc, sur 5 axes. Donc c'est ce qu'on a représenté avec les petites couleurs, donc l'axe organisationnel, développeur, pour les ops, le métier et l'architecture. Et chaque slide, quand on sera sur une problématique, vous aurez le code couleur qui sera affiché en haut. Donc, code couleur bleu sur l'organisation. Donc, la croissance, elle n'a pas été linéaire. 2009 à 2017, on va dire qu'on a cherché notre marché, c'était relativement stable. Et d'un coup, ça s'est accéléré très très fort. Donc, de passer d'une équipe, 7 personnes, à 12 équipes, 70 personnes. C'est surtout sur les 3 dernières années en fait, que ça a beaucoup explosé. Avant, on était beaucoup plus stable. Sur le métier aussi, donc comme on disait, un pays a une dizaine de pays maintenant, et puis de nouveaux métiers, pas que l'équilibrage et des choses qui sont un peu annexes. Sur la technique, il y a eu des impacts aussi. Sur la technique, oui, au départ, on était en mode startup, donc on était vraiment focus sur le time to market, essayer de délivrer quelque chose. Mais on n'a jamais mis de côté le côté qualité. Aujourd'hui, il y a un peu un renversement là-dessus, c'est-à-dire qu'on se focalise plus sur la qualité que sur le time to market, histoire d'avoir un produit en fait qui sera viable dans le temps. Et au niveau technique aussi, on a fait un bond au fur et à mesure de notre histoire, c'est-à-dire qu'on avait commencé sur du JBoss et du Play avec des pages en JS, etc. Et aujourd'hui, en fait, on est sur des stacks plus mainstream avec du Spring Boot et de l'Angular. Au niveau architecture, ça a changé pas mal de choses aussi. On est passé d'un gros monolithe à un monolithe modulaire et des modules qui tournent autour. Au niveau Ops, on est passé du JBoss on-premise des années 10 à du cloud, de l'AWS, des services managés, etc. Donc la présentation, en fait, elle s'articule un peu comme nous on l'a vécu. C'est qu'il y a un moment des événements perturbateurs qui nous sont arrivés et qui nous ont forcés à changer, à évoluer. Et donc c'est représenté par cette petite flèche perturbatrice. Et à chaque problème, on va essayer de vous expliquer ce qu'on a nous essayé de mettre en place. Et il y a des choses qui se sont révélées positives, donc on va vous les exposer. Ce qu'on a moins aimé en fait quand on les a mises en place. L'idée, c'est vraiment d'avoir un retour d'expérience sur ce qu'on a fait et ce qu'on a trouvé bien ou pas bien, histoire si ça pouvait aider des personnes qui sont dans la même situation. À l'époque, on aurait peut-être dû écouter ce genre de conférence d'ailleurs, certaines fois. Voilà, faites pas les mêmes bêtises que nous. Pour ça, Guillaume, ici présent Guillaume Héret, donc qui est développeur depuis une vingtaine d'années, qui est formateur dans les écoles, dans les entreprises. C'est un peu notre couteau suisse, mais stéphanois. Donc qui travaille pour Energy Pool depuis une dizaine d'années maintenant. C'est ça, ouais. Et donc Charles, mon collaborateur aujourd'hui, qui est interne à Energy Pool depuis quelques années maintenant,
et qui est passionné en fait par la tech et par l'organisationnel, donc il n'a jamais su faire un choix dans sa vie. J'espère que dans le côté privé, c'est pas la même chose. Ça va. C'est bon, nickel. Et on est aussi tous les deux organisateurs d'une conférence à Lyon qui s'appelle Mixit. Je ne sais pas si vous connaissez, et si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir notre site web. Donc, on est reparti en 2017. 2017, c'est là que ça démarre, c'est là que ça s'accélère. Et donc, qu'est-ce qui nous arrive au début? Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, on a commencé en 2009, mais 2009-2017, c'est pas là où c'était le plus intéressant au niveau évolution. Donc, on va repartir là où justement ça a vraiment commencé. Et on s'est retrouvé à un moment donné où on nous demandait de développer plus de services et d'aller un peu plus vite. Et donc, si tu passes le slide après. La première chose qu'on avait comme problème, c'est qu'on avait au niveau dev, c'était un peu compliqué. Donc, on a essayé de travailler sur l'expérience développeur. Et pour ça, on a fait une migration de Spring Boot à l'époque et en AngularJS pour essayer d'avoir une stack, comme je disais tout à l'heure, un peu plus mainstream et un peu plus simple à faire évoluer au fil du jour. Donc pour ça, migration, on dégage les vieux trucs, on passe sur du Spring Boot, on passe sur de l'AngularJS à l'époque, Angular maintenant. Qu'est-ce qui a bien marché pour nous? Ça a été de bien préparer ça, faire un business case, c'est-à-dire dire aujourd'hui on perd tant de temps là-dessus, ça nous coûte tant d'argent, ça impacte notre time to market comme ça, et si on passait à ces technos, on estime un gain à tant. Donc déjà pour vendre le truc c'était bien. Une bonne analyse du temps que ça nous prendrait, de la charge, des impacts, donc bien préparer la migration, pas y aller un peu la fleur au fusil, et bien caler ça dans la roadmap. Essayer d'éviter de faire à la fois des grosses migrations techniques et de continuer sur du fonctionnel. Donc se garder du temps pour faire ça, l'évacuer et après passer à du fonctionnel sur des bonnes bases. Ensuite, c'est où on pouvait faire nos modifications. Donc on arrivait à la limite de notre monolithe, parce qu'à l'époque on n'avait qu'une seule grosse application qui devenait difficile à maintenir. Et là on avait des besoins métiers qui étaient un peu différents. On avait aussi quelques problèmes de performance. Et c'est là où on a commencé à créer nos nouvelles applications en fait, hors monolithe. Et dans un premier temps, c'est rester dans le monorepo pour pouvoir bénéficier de tout ce qui était outillage, de tout ce qu'on avait mis en place, justement ce tooling commun qui nous permettait de livrer de manière plutôt simplifiée. Et ces premiers travaux se sont surtout focalisés sur des applications qui étaient très éloignées du métier en fait, qu'on gérait jusqu'à maintenant. Donc voilà. Donc, toujours besoin de déployer plus de services, plus fréquemment, une ouverture de nouveaux pays, le Japon, etc. Donc là, le prochain problème, c'est les ops. Les ops, ils étaient 1,5. Donc pour déployer et maintenir tout ça sur tous les différents environnements et gérer ça à la main, c'était compliqué. Surtout sur des infra on-premise où quand on veut demander une machine, il faut demander une facture à la compta qui transmet au prestataire, qui l'exécute, etc. On s'envoie plein de mails. C'est formidable. Non, on ne voulait plus de ça. Donc on a essayé de recruter. Mais les DevOps à l'époque, c'était compliqué au niveau du recrutement et surtout la montée en compétences lourde sur un soft qui avait déjà quasiment 10 ans, des technos un peu vieillissantes, donc pas évident. Et des procédures très maison en fait, qui intéressaient aucun Ops sur le marché, quoi. Bizarrement. Donc c'est là où on a fait en fait le passage au cloud. Donc c'est basé sur l'expertise de la personne qui était en place, qui était plus, qui connaissait plus la partie AWS. On aurait pu partir sur les autres solutions. Il y avait c'était vraiment contextuel à l'époque le choix. Donc ça a été difficile au départ, mais on savait tous que ça allait être payant sur le long terme. Et on a tout de suite essayé de partir sur d'avoir une attitude infra as code, c'est-à-dire de tout de suite essayer d'automatiser les choses pour bien faire les choses. Et ça nous a permis de reprendre en main tout un tas de choses sur les paramétrages réseau, VPN, etc., les DMZ, mettre en place nos propres environnements. Donc ça nous a ramené beaucoup de souplesse. Alors la petite surprise, c'est à la fin du mois ou à la fin de l'année, c'est au niveau de la facturation. Surtout au début, on a eu des petites surprises. Et donc petit à petit, on a affiné. Donc ce qui nous coûtait très cher, c'était la base Oracle chez RDS. Donc on a migré ça sur du Postgre, on s'est économisé des coûts de licence. On avait des grosses machines, des grosses EC2. Donc pour les cas où ça s'appliquait, on est passé sur des lambda pour contenir un peu la facture.
On a aussi utilisé pas mal les services managés. Donc ça, c'est l'opportunité de démarrer rapidement sur des nouvelles technos, donc sur du MQTT, sur du machine learning, etc. Donc c'est bien parce que c'est facile à développer, c'est aussi relativement facile à déployer en prod, et puis on n'a pas la maintenance à faire, on n'a pas les montées de version à faire. Donc ça a un coût, mais c'est un avantage en termes de charge et de rapidité. Donc là, tout va bien, enfin ça va mieux avec les ops, quand soudain. On a le PDG qui vient un jour, hein, une grande plénière, qui nous dit aujourd'hui, il faut qu'on passe à la marche supérieure. Donc en 2030, on veut qu'on fasse x30. Et là, tout le monde se regarde. OK. Alors comment on va faire? Eh ben, pour faire x30, il faut des bras. Et à l'époque, il y avait peu d'internes, hein, à peu près 10 développeurs et un interne. À l'époque, on recrutait par le réseau, par connaissance, etc. Donc le réseau, ça va quand il faut recruter 1 ou 2 personnes. Quand il en faut 10 fois plus, c'est compliqué. Donc classique, on passe par des ESN, des freelances, les gens qu'on connaît, de l'embauche. On internalise les développeurs historiques. Et donc ça, avec plus ou moins de succès. Ouais, déjà on a commencé, le contexte n'était pas favorable parce qu'on était juste après le Covid, donc c'est là où les boîtes sont reparties, donc il y a eu une pénurie un peu sur le marché des développeurs. Puis on ne savait pas recruter non plus, hein. Quels critères on voulait vraiment, enfin, au départ on disait on veut des gens mais on ne savait pas comment les chercher. Et on a fait forcément des erreurs de casting, hein, qui ont coûté potentiellement cher en temps et aussi au niveau humain. Mais il en est ressorti des choses qui sont plutôt intéressantes, c'est qu'on a mis des procédures d'onboarding, on a vraiment travaillé sur des fiches de poste pour savoir déjà ce qu'on attendait, en se focalisant plus sur des têtes bien faites que des gens qui sont très tech et très experts dans leur domaine. Nous on cherche des gens motivés plus que des gens hyper techniques. Et après, on a aussi travaillé sur des chemins de carrière, donc le travail est toujours en cours d'ailleurs là-dessus. Voilà, pour offrir un peu des perspectives d'évolution. Qu'est-ce que je fais après quand je suis senior? Donc on travaille là-dessus, sur les filières management, sur les filières contributeurs individuels, etc. Donc on recrute, bon, ça marche. Du coup, on est un peu nombreux. Voilà, donc on n'a qu'une seule équipe à l'époque, et comment on fait pour justement se réorganiser? Donc on est trop nombreux, le périmètre fonctionnel il est trop grand, la charge cognitive elle est énorme, elle est trop importante. Les nouveaux, on considère qu'il faut 18 mois pour bien avoir en main la code base. Les rituels agiles, bon, si vous avez connu les stand-up de 1 heure, voilà, vous savez de quoi on parle. Et puis la synchronisation, la communication, ça devient difficile. Donc bon, on n'a plus le choix, il faut découper. Alors la première chose, c'est comme quand on a un problème de performance. En fait, il faut savoir d'où on part, il faut des métriques, il faut des choses comme ça. Donc on s'est attelé en fait à essayer de cartographier déjà tout l'existant pour essayer d'identifier clairement quels étaient nos vrais domaines fonctionnels. Et une fois qu'on a identifié ces domaines, en fait, on se dit comment est-ce qu'on s'organise autour de ça? Alors, il y a une loi qui s'appelle la loi de Conway qui dit en gros les organisations, elles vont produire des systèmes qui vont reproduire leur structure de communication. Ça peut paraître un peu abstrait, mais par exemple, si vous avez une équipe de dev qui est centralisée, où tout le monde travaille sur une code base unique, on risque d'avoir un monolithe. Par contre, si on a plus des équipes autonomes qui travaillent sur des systèmes différents, on va plus avoir des microservices. Voilà, c'est une version simplifiée de la loi de Conway. Et donc, on s'est dit, on veut designer une organisation qui va se mapper sur notre métier, qui va se mapper sur l'organisation, enfin sur ce qu'on souhaite produire, et s'organiser autour de ça. Donc, au début, c'est simple, il y a une équipe qui gère, donc les bandits de contexte, c'est un terme barbare DDD pour dire métier, en gros, contexte métier. Et on a une équipe qui gère tous ces contextes métiers. Donc au début, c'est bien, c'est facile, quand la charge cognitive n'est pas trop élevée, quand le scope n'est pas trop gros. Mais après, donc, comme on l'a vu, c'est facile de s'embrouiller l'esprit, d'avoir trop de charge mentale, d'avoir trop de montée en compétences, etc. Donc, ce qu'on veut, c'est découper. On va faire plusieurs équipes et on va répartir ces contextes métiers. Alors, il y a 2-3 anti-patterns, notamment celui-là, au niveau de la gouvernance, quand on a 2 équipes qui sont responsables partiellement d'un contexte métier en particulier.
Donc ça va créer du couplage. Il y a une équipe qui va vouloir créer un modèle qui correspond à son besoin. La deuxième équipe, elle n'a pas tout à fait les mêmes besoins. Donc au niveau du design de l'application, on va avoir des tensions de modèle. Il va falloir se synchroniser, etc. Donc ça, on veut éviter. Ce qu'on préfère, c'est bien séparer les responsabilités. Donc idéalement, une équipe, un contexte métier. Dans les faits, souvent, on peut avoir plusieurs contextes métiers tant que la charge cognitive reste correcte au niveau de l'équipe. Et donc on va faire ça un peu pour tous les domaines. On va aligner le domaine métier, l'équipe et les applications. Donc par exemple, sur une application qui fait du e-commerce, on va vouloir que les experts marketing y travaillent avec une équipe qui discutent bien de leurs besoins. L'équipe, elle est responsable de ses applications, elle est autonome sur son domaine fonctionnel, et puis on va voir les autres domaines fonctionnels qui sont organisés pareil, domaine, équipe, application. Après, chaque équipe choisit plus ou moins ses technos qui vont répondre à ces problématiques. Bon, alors après, on peut se poser la question comment découper. Alors si on va au café, je pense qu'avec 100 personnes différentes, on aura 100 manières de découper, voire plus. Donc après, il faut avoir des critères un peu plus objectifs, un peu plus scientifiques, et prendre en compte certaines contraintes. Donc on va voir lesquelles on a pris en compte. Si on regarde déjà une taille d'équipe, c'est basé sur la loi de Miller. Donc Miller, c'est un psychologue américain qui s'est dit, qui parle beaucoup du nombre 7, qui dit que le cerveau humain, il est capable de retenir à la fois, à l'instant T, cette information. Ça marche aussi dans les relations sociales. Et généralement, ce nombre 7, on peut faire du plus ou moins 2. Donc en gros, une taille d'équipe idéale, ce serait entre 5 et 9 personnes. Si on regarde aussi le côté interaction entre les personnes, en fait, si on met 3 personnes dans une salle, les interactions sont simples, il y en a 3. Et plus on va monter en nombre, en fait, plus les interactions potentielles vont monter. Typiquement, quand on a 8 membres, potentiellement, on peut avoir 28 liens entre les personnes si chacun essaye de se parler les uns les autres. Là-dessus, il y a par exemple chez Amazon, Jeff Bezos, il a mis en place ce qu'il appelle la loi des pizzas. C'est en gros, dans une réunion, on ne peut pas partager 2 pizzas entre les personnes, c'est qu'on est trop nombreux. Et donc ça s'applique apparemment sur chacune de leurs réunions. Donc la taille, c'est un critère. Un autre critère qui est intéressant, c'est le besoin de synchronisation et de communication. Donc là, vous avez, ça représente des domaines métiers différents. Et ils sont reliés entre eux parce qu'ils ont besoin de communiquer, de se synchroniser, de livrer ensemble, de faire évoluer leurs API, etc. Et donc plus le trait est élevé, plus il y a un besoin de communication qui est élevé. Et plus il est fin, moins il y a besoin de communication. Quand il n'y a pas de trait, c'est que c'est 2 domaines qui sont indépendants. Donc on pourrait se dire, eh ben, on va avoir l'équipe A, l'équipe rouge là, et elle va prendre ces 3 domaines métiers. Le problème, c'est que là, on va couper, on va dire, deux gros canaux de communication entre le carré et l'hexagone, par exemple. Donc là, ils ont besoin de beaucoup communiquer. Mais dès que ça sort de l'équipe, la communication, elle est plus difficile. On a besoin de se synchroniser, c'est plus compliqué. Donc, il vaut mieux un découpage où on va couper moins de lignes de communication ou moins de communication plus grande pour garder la synchronisation en interne et que ça reste plus fluide. Un autre critère aussi, c'est votre métier. La criticité métier, quel est votre différenciateur métier. Donc un modèle de lecture, c'est core domain, supporting domain, generic domain. Donc de les classer comme ça. Le core domain, c'est ce qui rend votre entreprise compétitive, c'est votre avantage compétitif. Si vous êtes dans l'e-commerce, par exemple, si vous êtes Amazon, c'est votre moteur de recommandation, parce que vous faites plus de ventes, vous fidélisez plus les clients. Donc c'est ça que vous allez vouloir bichonner, vous allez mettre vos meilleures équipes, vous allez focus la qualité là-dessus. Donc ça vous donne un critère. Il y a aussi donc, les supporting domains. Donc le supporting domain, c'est ce qui soutient le cœur, mais qui n'est pas forcément innovant. Vous ne faites pas forcément mieux ou différemment que la concurrence. Ça peut être par exemple la gestion des stocks. Pour vendre des choses, vous avez besoin de la gestion des stocks, mais vous ne faites pas forcément différemment des autres. Et on a en dernier donc, les generic domains, où là c'est plus de la commodité, des services standards. Il n'y a pas du tout de différenciant. Et ça peut être des choses comme le paiement, l'authentification. Et donc ça va être des choses qu'on va vouloir prendre sur étagère ou éventuellement déléguer à d'autres services, d'autres boîtes, etc.
Alors, Donc, découpage. voilà, donc on s'est répartis en différentes équipes. Ce qu'on a déjà remarqué, c'est qu'il y avait une réduction de la charge mentale en fait de chaque personne dans les équipes. Et ça a généré un truc, c'est de la motivation. Déjà de la motivation pour les gens qui arrivaient parce que c'était un mur moins haut à franchir quand on voulait rentrer dans le logiciel. Et pour les gens qui étaient là, en fait, ils sont retrouvés aussi comme une deuxième vie en fait, en se disant ok, j'ai plus à maintenir de A à Z toute l'appli et je vais pouvoir me focaliser vraiment sur des fonctions de métier qui m'intéressent plus. Et donc les montées en compétences étaient beaucoup plus rapides. Et ça a aussi permis d'identifier nos différents périmètres fonctionnels. C'est-à-dire qu'au niveau de l'IT, avant, quand on avait des demandes, même des services externes, on ne savait pas trop qui s'adresser, parce qu'on avait un expert à un endroit. Et là, maintenant, d'avoir des teams beaucoup plus, avec des secteurs beaucoup plus identifiés, c'est beaucoup plus simple. Par contre, on a eu quand même des soucis, hein. C'est-à-dire qu'on a découpé, mais des fois aux frontières, c'est un peu flou. Donc il peut y avoir un peu des tensions ou des confusions. On n'avait pas du tout adressé au départ tout ce qui était les problématiques transverses, donc ça est venu après au fur et à mesure. Et c'est pas toujours bien facile de dimensionner des équipes, parce que par exemple, vous pouvez avoir un cœur de métier qui est très important, mais en fait dans lequel qui est très stable, et il n'y a pas beaucoup de choses à faire dessus. Donc là, si vous n'avez pas un backlog qui est lié et qui est conséquent pour avoir une équipe, ça vaut peut-être pas forcément le coup de le faire. Donc il ne faut pas hésiter à redécouper les équipes au fur et à mesure. C'est ça. Donc là, on a bien recruté, on s'est dit ok, on va essayer de modulariser, mais on a un problème, c'est que un petit souci au niveau de la répartition. On a peut-être une trentaine de devs pour caricaturer, et 2 personnes au métier et 2 personnes au support. Donc autant vous dire qu'ils étaient bien occupés. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Essayer de combler ce déséquilibre entre les devs, donc ceux qui font, et puis ceux qui ramènent le besoin, ou les gens qui testent, ou le support, d'augmenter la taille de ce goulot d'étranglement. Et il y avait un deuxième problème, c'est qu'on avait encore beaucoup d'externes, et donc ça peut être perçu par les investisseurs comme de la fragilité, de dire si demain tout le monde s'en va, il n'y a plus de connaissances dans la boîte, c'est risqué, quoi. Donc, pour ça, on a établi des équipes types et on a recruté pour équilibrer ces équipes types. Recruter en interne, en priorité, les postes clés comme les PO et les lead dev, et les faire entrer en interne. Donc, une équipe type aujourd'hui chez Energypool, c'est qu'on a un PO, un lead tech, qui sont souvent internes, des devs internes et externes, un ops en fonction des problématiques. Par exemple, quand on a une team data qui a besoin en fait de gérer un data lake ou des choses comme ça, donc il y a besoin d'avoir un ops dans les équipes. Et on essaye de plus en plus d'avoir un QA aussi dans chaque équipe pour avoir une meilleure qualité sur ce qu'on livre et faire des retours plus rapides. Et donc, qu'est-ce qu'on a retiré? Internaliser les développeurs historiques, c'est bien. Alors en plus, en position de lead dev, comme ça, ils sont en position de transmettre aux nouveaux arrivants. Il n'y a pas spécialement de coûts, de difficultés pour eux pour la montée en compétences, parce qu'ils connaissent le fonctionnel. Un point d'attention, c'est un classique, mais un bon dev n'est pas forcément un bon lead dev ou un bon manager. Donc c'est des fois un problème de compétences, des fois un problème d'envie, donc il faut se méfier de ça. Et au niveau du recrutement, pour les PO en externe, c'est compliqué pour eux parce qu'ils arrivent sur, même si on a découpé en domaines, la surface de l'application est énorme, donc la montée en compétences, c'est pas évident. Donc pour pallier à ça, ce qu'on a fait, c'est organiser des ateliers métiers où pendant 1 heure, toutes les semaines, y a un sachant qui va présenter une partie de l'application, et puis comme ça, petit à petit, on élargit sa connaissance de l'application. On peut poser des questions en direct aux personnes qui savent, et identifier aussi qui va travailler sur quoi. Donc tout va bien. Sauf que, donc, comme on parlait tout à l'heure, donc les équipes se mettent en place, et puis à des endroits, on a des télescopages, on peut avoir des régressions inter-équipes, et on a potentiellement une augmentation du nombre de bugs. Et donc ce couplage inter-équipe, les évolutions d'une équipe, quand les frontières ne sont pas toujours très marquées, ça peut créer des régressions par rapport aux autres. Quand on est justement sur des frontières, dans des apps où, par exemple, un gros monolithe, eh bien, à des moments, on peut avoir certaines tensions de modèle, c'est-à-dire qu'un modèle qui va être partagé par plusieurs équipes, quand une équipe a besoin de le faire évoluer, elle ne pense pas forcément à l'équipe qui est à côté. Donc pour essayer d'améliorer ça, on a essayé de limiter au maximum le code commun entre les différentes équipes
Et on s'est dit que la solution, c'est qu'il fallait modulariser et de créer des frontières très franches, justement, pour éviter ces problèmes inter-équipes. Let's build a wall. Non, pardon. Créons des frontières et surtout arrêtons d'empiler dans le monolithe. Donc essayez de, quand on a un nouveau besoin, de séparer ça au moins dans des nouveaux packages ou dans des nouveaux modules Gradle, Maven, comme vous voulez. Et de réorganiser notre legacy où on avait un packaging by layer classique, contrôleur, service, DAO, etc., à quelque chose qui est plus orienté métier, feature, domaine. Donc on a un package par domaine et après, bon, chacun se débrouille pour ranger à l'intérieur. Ce qu'on a appris de ça, c'est que le point dur, c'est les entités, c'est la donnée. Parce que souvent, la donnée, c'est un modèle qui est unifié et qui est partagé par plusieurs domaines. Et donc là, ça devient complexe de détricoter les choses. Donc pour vous donner une idée, il y a sûrement dans vos applis une classe ou une entité ou une table qui est 10 fois plus grande que les autres. La table user, la table carte, etc. Et donc celle-ci, elle est utilisée par plein de monde, mais plein de monde utilise des sous-parties différentes. Et donc là, pour détricoter tout ça, c'est compliqué, surtout qu'il faut migrer les données, faire attention, parce qu'en général, c'est des points critiques. Donc pas évident. Et puis on parle beaucoup de données parce qu'en fait le métier d'Energy Pool à la base, donc c'était une start-up, hein, on a commencé, les gens étaient dans un NOC pour opérer les différents clients. Ils étaient beaucoup avec des outils qui s'étaient créés sous Excel. Donc la première phase en fait d'informatisation des choses, ça a été de transférer ces Excel dans nos apps. Donc on a une app qui était beaucoup construite à partir de qui était très orientée données. Aujourd'hui, on essaie de changer de paradigme et de plus partir sur un découpage par domaine et de se focaliser sur le métier plutôt que sur les données. Tout à fait. Donc modulariser dans le monolithe, c'était une partie. Après, on a modularisé via des lambdas. Donc c'était un peu la fête. Oui, on met des lambdas partout, c'est trop bien. On a un meilleur scaling, le prix c'est mieux par rapport à nos grosses instances XL chez AWS, mais bon, on est un peu revenu en arrière. Une fonction c'est pas une application, les lambdas c'est très bien pour certains use cases, mais c'est pas utilisé partout. Donc les lambdas, donc c'est les fonctions as a service chez Amazon pour ceux qui connaîtraient pas. Et je te laisse continuer. Et donc ça demande une montée en compétences, de se former là-dessus, etc. Nous on est sur une stack Java, donc pas réputé pour être idéal pour des lambdas, mais au final avec des mécanismes de préchauffage, on n'a pas eu trop de problèmes de perf ou autre, bon, ça calait bien sur nos use cases. Le point important, si vous faites des lambdas, c'est que vos équipes de dev, elles ont besoin d'être autonomes sur l'infrastructure. Donc soit les devs ont les clés de l'infra, ils peuvent créer leurs ressources, faire des Terraform Apply, etc. Soit vous avez des ops qui sont disponibles et très réactifs pour les aider. Parce que sinon, là où dans un monolithe ou dans une application classique, le dev il est autonome pour faire son dev, etc. Là, s'il doit attendre à chaque fois la validation d'un ops, que ça prend 3 jours, une semaine, pour déployer, développer ces nouvelles applications, vous n'allez pas en tirer les bénéfices espérés. Donc les lambdas, bien, mais pas pour tout. Et donc ce qu'on a beaucoup fait aussi depuis ces expériences, c'est qu'on a essayé de modulariser dans des conteneurs. Aujourd'hui, chaque nouveau module, en fait, c'est un conteneur qu'on va publier dans une plateforme Kubernetes. Et l'avantage, c'est qu'on est libre du runtime qu'on veut utiliser. On le construit une seule fois et on peut l'exécuter n'importe où. Et l'avantage, c'est qu'on a la même chose en dev et sur tous nos environnements. Donc c'est rapide à prototyper, donc on a mis un point un peu négatif parce que l'effet perverse en fait de ces conteneurs et de ces plateformes Kubernetes, c'est qu'on peut vite mettre en place des POC, mais donc ça va bien en dev, mais quand on veut passer toutes les étapes et aller jusqu'en prod, à des moments c'est un peu plus complexe. Voilà, faut pas oublier l'observabilité, tous les sujets que vos ops vous rappelleront, le plus tôt c'est le mieux. Et au niveau donc, de la mise en place de ces conteneurs, donc, il y a eu un shift left ops. Les ops ont mis en place une plateforme et aujourd'hui les devs sont pratiquement autonomes pour commencer à mettre en place des nouveaux modules et les ops sont juste là pour driver tout ça. Voilà, donc pour la duplication, la modularisation, c'est bien, on fait des modules dans tous les sens, tout le monde part dans son coin. Par contre, il y a quand même des choses
qu'on n'aimerait pas dupliquer ou limiter la duplication. Donc il y a toujours des besoins communs aux applications, les briques techniques, la sécu, le messaging, l'observabilité, les metrics, et puis sur la partie build, chaîne de CI, donc le cycle de vie, on n'a pas envie de réécrire à chaque fois le lintage, les tests, la CI, la CD, etc. Donc ce serait bien quand même de garder ça à un endroit. Donc on a mis en place tout un tas de librairies communes. Alors au départ on avait un monorepo, on avait des trucs qui étaient déjà communs, on essayait de les sortir. Et on s'est rendu compte qu'on mélangeait beaucoup la tech et le fonctionnel. Donc c'est une chose à pas faire hein, si vous débutez un projet. Donc nous on a essayé de remédier à ça en réorganisant les choses. Donc ça c'était au niveau du code. Et après on a essayé de s'améliorer aussi au niveau de notre configuration des projets. Donc nos projets sont pilotés par Gradle. Et on a utilisé les version catalogues sur Gradle, par exemple, avec une lib commune pour essayer de définir une matrice des librairies qu'on utilise pour que chaque projet, chaque module utilise les mêmes matrices, donc ce qui est beaucoup plus simple pour éviter les problèmes de compatibilité entre ces modules. Le point négatif, c'est que quand on fait des migrations tech, bah, il faut synchroniser tout le monde, donc ça peut prendre du temps. Ça oui, il faut suivre le wagon et on sait qu'il y a toujours une équipe un peu retardataire, à la bourre, etc. Et donc il faut arriver à synchroniser. Et sur nos projets Gradle, en fait, pour éviter de se répéter à chaque fois dans chaque projet et de faire de la duplication inutile ou pas, on a essayé de se baser sur les conventions. Donc on a créé notre propre plugin Gradle. Et aujourd'hui, en fait, un projet en 3 lignes de configuration, il peut démarrer. Et il a toutes les tâches qui lui permettent en fait, de construire une image Docker, de déployer dans le cloud, de charger une base, etc. etc. Donc c'est bien. Parce qu'on démarre rapidement, on ne se pose plus trop de questions. Donc quand tout va bien, mais quand ça ne va pas, ça ne va plus du tout parce que c'est des conventions, donc on ne sait pas forcément comment ça fonctionne derrière, il y a un peu de magie noire. Il faut soit que des sachants soient disponibles, donc voilà, à faire attention. Prochain problème, on a commencé à avoir une baisse de la qualité, une augmentation du nombre de bugs, donc ça c'est jamais bon signe. Donc, quand on a des bugs, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tests. Donc, d'où ça venait, c'est que il y avait beaucoup de nouveaux qui arrivaient sur des périmètres plus ou moins grands, plus ou moins complexes, en fonction des équipes. Et puis, comme on l'avait dit, il y avait des impacts de changement d'une équipe sur l'autre équipe quand les choses n'étaient pas très bien modélisées, pas très indépendantes. Et autre problème, c'est qu'on avait un manque de tests automatisés end-to-end et ou manuels. Ce qui nous a sauvés, c'est qu'on avait beaucoup de tests unitaires. Mais ça ne suffit pas, toujours. Donc on s'est dit, mettons en place des tests end-to-end, avec plus ou moins de succès. On s'est un peu cassé les dents là-dessus, parce que déjà d'une part, on a écrit des scénarios qui étaient un peu techniques, sans trop consulter le métier, et donc on se retrouvait à tester des choses qui n'étaient pas forcément représentatives de la prod. Donc nos tests étaient bons, mais en prod, ça passait pas. Et deuxième chose, c'est qu'on a été un peu gourmand sur le système under test, donc le périmètre de ce qu'on voulait tester. Et on voulait, parce qu'on a des données de temps réel, donc on voulait réutiliser des données de la prod pour avoir des tests qui soient vraiment cohérents. Mais données variables égale test compliqué, donc soit flaky, qui sont un coup rouge, un coup vert, soit difficile à maintenir ou à investiguer. Et on a aussi joué sur le fait qu'on a recruté des QA et on a mis en place un centre de test offshore pour nous aider dans les tests. L'effet négatif, c'est que ça a ralenti les cycles de livraison, parce que vu qu'on avait des étapes humaines pour faire ces tests, à chaque fois, c'est eu l'effet négatif de faire ça. Donc on a retravaillé là-dessus et on a fait ce qu'on appelle le shift QA chez nous. C'est que les QA, en fait, essayent de tester beaucoup plus tôt les features, pour essayer justement de ne pas avoir un cycle de livraison beaucoup trop long. Yes. Donc plus de bugs, besoin aussi potentiellement de plus de communication. Donc là, on a bien découpé les équipes, chacun son domaine fonctionnel, chacun ses parties de l'appli, etc. Ça a peut-être un peu trop bien marché. Du coup, il y a moins de communication, il commence à avoir des effets de silo. Chaque équipe est focus sur son projet, il n'y a plus forcément une vision globale. Et donc ça crée des problèmes. Donc on commence à avoir quelque chose qui est un peu vertical, avec des silos, et donc on veut recréer de l'horizontalité, recréer du transverse, et donc on crée des communautés de pratique
Donc c'est des gens qui se regroupent par intérêt. Donc ça peut être sur la sécu, sur le back, sur le front, sur l'archi, sur tout un tas de sujets. Donc ils se regroupent, on leur laisse du temps, on leur donne un peu une vision de qu'est-ce qu'ils devraient faire, sur quoi ils devraient travailler, et ils travaillent ensemble, ils produisent des choses et ils redescendent dans leurs équipes après des informations pour garder un peu un minimum d'uniformité sur la manière dont on fait les choses. Et pour que ça marche, en fait, nous, on est basé sur le volontariat, c'est que c'est les gens qui viennent dans les équipes sur les sujets qu'ils ont envie de travailler. Donc ça crée de la motivation et donc on est beaucoup plus performant. Et ce qui est important, c'est vraiment de dégager du temps aussi hors projet pour pouvoir faire travailler, avoir un temps de travail justement sur ces sujets transverses, quoi. C'est ça. Et le point négatif, c'est que par contre, des fois, la vision, elle n'est pas forcément claire. Et quand on a une cordée archi qui va dire, tiens, par exemple, la semaine prochaine, je vais tester un Kafka, après, il y a des problématiques, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui impactent, par exemple, la direction. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller vers un Kafka comme ça du jour au lendemain. Il y a un coût, il y a un investissement sur l'avenir. Est-ce que c'est vraiment un réel besoin, etc. Donc des fois, on n'a pas forcément les bons moyens d'action au sein de ces communautés de pratique pour faire ce qu'on voudrait. Ouais. Les communautés de pratique, c'est un peu sur des choses qui sont au long terme. On n'a jamais fini de faire de la sécu, on n'a jamais fini d'améliorer et de mettre à jour son bac. Mais par contre, il y a des sujets qui sont plus ponctuels. On a besoin de lancer un design system, on a besoin de, je sais pas, refondre l'authentification. Ou de faire une version technique. De faire une version technique. Et donc, on crée une task force. Donc, on a un sujet bien délimité avec un scope, une limite de temps, et on prend des personnes de différentes équipes qui vont travailler sur ce sujet et après se redispatcher dans leurs équipes. Donc l'intérêt qu'on n'a pas marqué dessus, c'est qu'il y a tout ça, en fait, ces gens qui sont issus de leur équipe, donc ça recrée de la communication, et il y a tout un tas de bonnes pratiques qui redescendent dans les équipes comme ça. Et c'est assez intéressant pour ça. On accélère un peu. Nouvelle problématique, contrainte de sécurité. Attention, il faut limiter l'accès au code. Tout le monde ne doit pas avoir accès à tout. Comment est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on est en monorepo, tout le monde voit tout le monde peut tout modifier. Toute la CI et la CD, elle est basée sur le monorepo. Donc, niveau sécurité, ça se pose là. Donc pour répondre à ça, on a mis en place du code owner chez GitHub, donc, ce qui permet de définir des zones où il faut la validation de certaines personnes, certaines équipes pour pouvoir merger du code. Par contre, ça ne résout pas le problème de la visibilité. Et donc on a créé des nouveaux repos pour les nouveaux projets. Et donc ce qui est important de faire ça, c'est de travailler d'abord sur tout ce qui est commun et pour essayer d'accélérer et de permettre les choses. Nous, ça nous a permis d'identifier tout un tas de couplages cachés qu'on n'avait pas vu avant. Et ça nous a permis aussi de changer le mode de release, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque projet qui est sorti du monorepo a son propre cycle de vie. Par contre, le point négatif, c'est qu'il faut gérer une matrice de compatibilité entre nos différentes briques. Et pas se retrouver avec 50 000 versions à maintenir en parallèle. Ça continue, ça marche bien, ouais, super, il y a plein de projets à lancer. Ok, mais sauf que lancer un projet, chez nous, c'est encore très cher. Le bootstrap, ça coûte cher, c'est long. Donc si on lance 7 nouveaux projets, ça ne va pas le faire, quoi. On a une application d'exemple, mais il y a un exemple de front, un exemple de back, elle n'est pas production ready, il n'y a pas l'infra, etc. Donc on va investir sur cette application d'exemple, l'élargir, en faire plus un golden pass, donc un chemin bout en bout qui contient tout ce qu'il faut. Donc vous avez un repo et vous le clonez, vous créez pour créer votre nouveau projet. Et vous avez, en plus d'un exemple de front, de back avec les bonnes pratiques, les libs qui vont bien, vous avez aussi la CI, la CD, du code Terraform pour créer vos ressources, donc pour démarrer plus rapidement. Donc c'était un coût d'investissement et en plus ça impliquait des ops, des devs, etc. Et ça a marché par rapport aux premières initiatives qu'on avait fait parce que justement on a travaillé ensemble et on s'est focalisé sur un scope limité. C'est-à-dire qu'on avait une démarche un peu lean de faire un MVP et par contre ce qui était important c'était de passer toutes les étapes d'aller jusqu'en production. Et donc maintenant on a un vrai bootstrap qu'on fait évoluer au fil du temps et qu'on complexifie. Ouais. Deuxième chose sur laquelle on a beaucoup investi aussi, c'est la création d'un design system. Donc de créer une bibliothèque de composants modulaires qu'on peut composer, donc pour avoir une uniformité au niveau du visuel de l'application et aussi pouvoir composer un peu avec des Lego nos pages de manière un peu plus rapide. Donc voilà, donc maintenant comment on priorise donc on a plein de sujets qui arrivent sur la table
Et il faut avancer sur la modularisation, sur l'implémentation des règles métiers, etc. Pour prioriser, donc, ce qu'on a mis en place, c'est une méthode qui s'appelle Cost of Delay, c'est-à-dire qu'on essaye d'estimer le coût d'une feature si on ne la met pas en place maintenant, ou d'une action. Par exemple, vous avez un bug en prod, ou sur un environnement de recette, est-ce qu'on retarde la mise en prod pour corriger ce bug, ou est-ce qu'on va en prod et qu'on fixera après? Tout ça, en fait, on essaie de le calculer aujourd'hui, et en fonction, en fait, justement de la criticité, soit on va passer à l'étape d'après, ou soit on va accélérer un ticket par rapport à un autre. Et ça, pour les gens qui gèrent la roadmap, ça a été pas la révolution, mais ils étaient très contents. Parce qu'avant, classiquement, c'est celui qui parle le plus fort ou qui tape du poing sur la table qui a son projet priorisé. Là, on peut le challenger, lui dire ta nouvelle feature, tu vas avoir combien de clients, combien vont te rapporter tes nouveaux clients. Là, on peut comparer. C'est fini ? Pas tout à fait, parce qu'en fait, le scale-up, donc, on évolue au fur et à mesure, hein, chaque jour, et on espère qu'on va encore évoluer longtemps comme ça. Ce sera bon signe pour nous. Et par exemple, on a plein de choses à faire, hein, si on regarde chaque point. Sur la partie orga, on aimerait avoir une nouvelle organisation parce qu'on a des nouveaux besoins, il faut se redécouper en équipe. On est en train de mettre vu qu'on n'était pas très bon sur les sujets transverses, on vient juste de mettre en place une équipe transverse en fait, qui mêle Dev et Ops pour gérer ces problématiques-là. On arrive à un modèle où en fait il y a certaines personnes qui sont dans des équipes depuis 2 ans et ils ont besoin de changer de contexte pour se remotiver et tout ça, donc on travaille là-dessus en ce moment. Côté Ops, on a appris de nos erreurs sur l'autonomie des devs avec Telelambda. Donc maintenant, on travaille plus sur des containers et en collaboration avec les Ops pour donner les outils, donner l'autonomie aux devs pour leur permettre d'avancer plus rapidement. Au niveau métier, on va essayer d'avoir aussi une démarche un peu plus produit plutôt que d'avoir plein de logiciels à droite à gauche, d'avoir une image en fait d'entreprise sur nos logiciels. Au niveau métier, on passe d'une approche, on essaie de passer... C'est ce que je viens de dire, Charles. Pardon, mais il faut insister dessus parce que c'est important. Non, il faut, côté dev, il faut continuer à standardiser, faire attention à l'expérience développeur pour garder de la vélocité donc tout ce qui est bibliothèque de composants, lib, composants transverses, etc. Et au niveau de notre architecture générale, on va continuer à modulariser. Et tout à l'heure, on parlait à un moment qu'on avait une approche un peu plus donnée, on essaie d'avoir une approche un peu plus métier et on pousse beaucoup à faire des archis en hexagonal, histoire de se concentrer sur notre métier et tout ce qui est annexe, de le mettre autour pour avoir une meilleure évolution dans le temps. C'est fini, mais on vous laisse quand même avec 2-3 choses à retenir. Donc, important au niveau de l'orga, équipe pluridisciplinaire, taille restreinte. Au niveau des ops, move to cloud. Infrastructure as code, conteneurisation, etc. Sur le métier, privilégiez vos critères différenciateurs. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence. Côté dev, faites attention à l'expérience utilisateur, à l'expérience développeur, pardon. Et côté architecture, modulariser, pensez loi de Conway, organisation, etc. Bon, le mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est pragmatisme. Vous avez un problème, vous trouvez des solutions, vous passez au prochain problème et ça va bien se passer. Voilà. Merci de votre attention. Okay.